Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nouveau bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et de la crise. Les États-Unis dénoncent le soutien du Rwanda au M23. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. 5 anciens ministres accusés de détournement. Troisième sujet, nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam désigné candidat du PDCI pour la présidentielle. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, la mission de paix de Faure Gnassingbé entre critique et appréciation. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Adam Adrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon. Notre deuxième invité ce soir, Sana Veyel Sadio Richo, vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction des États de la République démocratique du Congo. Plutôt, les États-Unis dénoncent le soutien du Rwanda au M23. Washington épingle une nouvelle fois le Rwanda pour son soutien au groupe rebelle M23. Le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique a fait le point donc de sa tournée qu'il avait menée dans les pays de la région des Grands Lacs. Qui a de cela quelques jours, il avait sillonné le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et les autres pays pour faire le point de la situation justement de cette crise dans l'est de la RDC. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, il dénonce l'implication active du Rwanda dans l'est de la RDC avec son soutien apporté au mouvement rebelle du M23. Nous en parlons avec nos invités et je voudrais bien commencer par vous, Adam Adrono. Le Rwanda a plusieurs fois été dénoncé pour son soutien au M23. Le pays ne veut pas le reconnaître, mais tout récemment, ce qui attire l'attention, c'est cette rencontre tenue à Doha entre les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi. On s'imaginait que le soutien du Rwanda au M23 se serait terminé et que, comme ils ont pris l'engagement, ils allaient œuvrer pour donc un cessez-le-feu, mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis constatent une présence effective du Rwanda toujours sur le terrain. Je crois que c'est un acte majeur qui vient rajouter, en tout cas, aux nombreuses critiques sur le Rwanda en ce qui concerne son soutien au M23. Mais qu'à cela ne tienne, il y a lieu de faire remarquer un certain nombre d'appréciations qui, loin des regards, n'a pas permis en réalité de pouvoir faire sortir des rudiments qui peuvent en réalité amener d'autres éléments d'appréciation sur cet aspect-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda, étant donné que d'abord, vous l'avez dit tantôt en parlant des critiques qui émergent en ce qui concerne le fait, lorsqu'on l'accuse, plusieurs études, plusieurs observateurs, plusieurs pays également sont revenus sur le soutien du Rwanda au M23, mais le pays l'a toujours nié. Mais aujourd'hui, nous constatons que peu à peu, même au niveau du président rwandais Paul Kagame, je pense que lui-même, sans le dire, c'est à peine voilé. Il essaie véritablement de reconnaître plus ou moins, à des termes beaucoup plus appréciés du soutien du Rwanda, mais également il c'est évocateur d'un certain nombre d'éléments également qui met en jeu en ce qui concerne ce soutien-là. Je pense que l'intervention des États-Unis, prenons-le comme ça, sur cette crise-là, je pense que c'est un élément majeur pour la simple et bonne raison que lorsqu'on évoque ces deux situations, nous avons pour l'habitude de dire que le Rwanda, tout comme la RDC en ce qui concerne les intérêts, on fait émerger toujours des pays occidentaux qui seraient donc à l'avant-garde des mains noires qui soutiennent en réalité ces conflits-là aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on prend ces pays-là, que ce soit à part la France qui revient très souvent et d'autres pays également, je pense que les États-Unis, compte tenu du rôle trou que les États-Unis ont joué également en ce qui concerne les intérêts, dans les régions des Grands Lacs, son nom également est cité. Mais aujourd'hui, je pense que ce revirement, ou pratiquement cette prise de parole claire sur la position du Rwanda en ce qui concerne son soutien du M23, vient donner plus d'éléments et que l'on sait directement que, à part que d'autres pays, puis on l'a vu récemment également, je pense que c'est la Belgique qui était revenue sur un certain nombre de sanctions assez mitigées.
sur cette question également. Ça prouve que les intérêts, à moins que nous ayons d'autres éléments d'appréciation qui puissent nous permettre de dire que voilà, le Rwanda, puisque la Grande-Bretagne également est pour la plupart du temps citée, mais nous savons que les intérêts du Rwanda avec la Grande-Bretagne partent d'un autre point, mais n'en déplaise, puisque nous savons que les pays occidentaux, en ce qui concerne les terres rares, mais également les minéraux, essaient véritablement de porter le flanc sur, en tout cas, le soutien, si cela peut leur être favorable. Donc je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis essaient véritablement donc de tirer son épingle du jeu en disant clairement que voilà, puisque les États-Unis, lorsque je parlais, ou les Nations Unies, voilà, lorsque je parlais du fait qu'il y a eu des éléments d'appréciation qui permettaient de dire clairement que le Rwanda soutient le M23, je pense que ce sont les Nations Unies qui avaient sorti des rapports pour le dire clairement. Aujourd'hui, les États-Unis reviennent à la charge, ça voudrait dire véritablement que le Rwanda, même si nous n'avons pas des éléments factuels sur le terrain, mais les gens nous ont démontré par A plus B qu'il y avait dans des vidéos où on a constaté qu'il y avait des militaires rwandais sur le théâtre de guerre en RDC. Donc je pense que, étant donné que cette multiplication de faits, je pense que le Rwanda, les jours à venir, étant donné si tu es démasqué publiquement par des éléments factuels, je pense que cela est un élément primordial qui permettra en réalité d'avoir des solutions et de pouvoir connaître en réalité les motifs pour lesquels le Rwanda soutenait donc le M23. Donc je pense que cette approche des États-Unis est clairement appréciée. Ce n'est pas une approche comme on dit, voilà, vous intervenez sans tenir compte des élans diplomatiques, etc. C'est clair, parce que lorsque on constate véritablement que vous soutenez la guerre dans un pays, ce qui est anormal, je pense qu'il va de bon ton qu'après que les États essaient de pouvoir prévaloir le respect mutuel, de le dire clairement, ça n'a rien à voir avec les relations diplomatiques pour dire, voilà, il faut le dire à demi-mot, etc. Merci beaucoup à vous, Adam. Les États-Unis, donc, selon vous, ont tiré leur épingle du jeu. Sana Veyel, les États-Unis dénoncent l'implication du Rwanda, toujours dans cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, à travers leur soutien au M23 et demandent donc la fin de ce soutien et le retrait des forces rwandaises. Qu'est-ce qu'on a pu donner aux États-Unis pour que ce soit maintenant qu'ils osent dire ce genre de choses de manière si directe? En réalité, les États-Unis ont toujours dénoncé le soutien du Rwanda au M23. En réalité, lorsque vous rappelez les échanges entre Donald Trump et le président ukrainien à la Maison Blanche, où Donald Trump voulait les terres rares ukrainiennes, et que vous faites le parallèle entre le communiqué ou bien la sortie de l'envoyé de M. Trump en RDC, vous remarquez que par la suite, ils ont clairement reconnu qu'il y a eu un accord minier avec la RDC. Avec la RDC. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est en fonction. C'est parce qu'il y a une richesse quelque part à exploiter. Tout à fait. Et Trump n'a jamais caché cette position, si je peux dire, mercantiliste de sa part. Et lui n'est pas allé de le dire. Donc en réalité, c'est parce que on lui a fait un deal qui avantage son administration, qui avantage les États-Unis. C'est pourquoi il dit ça comme ça. Donc moi, cette position ne m'étonne pas venant de la part d'une puissance comme les États-Unis, parce qu'en réalité, Adam a commencé par le dire. Quels sont ceux qui profitent de l'exploitation illégale des matières premières ou bien des minéraux venant de la RDC? Quels sont les pays, ou bien quel est le pays où on fabrique l'iPhone? Posez-vous la question. Donc en réalité, si avoir ces circuits, avoir ces métaux rares via le Rwanda n'est plus d'actualité, que la RDC nous propose quelque chose de plus rentable, on va aller dans ce sens-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, cette déclaration ne me fait ni chaud ni froid, d'autant plus que lorsque vous prenez les positions que prennent d'habitude ces puissances-là, ils ne les prennent pas en fonction de nous, des intérêts, mais en fonction de eux, leurs intérêts. Je vois mal les États-Unis s'impliquer
se prononcer de cette manière juste parce qu'ils veulent la paix. Non, c'est pour leurs intérêts, c'est parce que ça avantage leur économie, c'est parce qu'ils trouvent que la RDC a proposé un deal très avantageux qui va faire enrichir leur économie, leurs entreprises. Et donc, il faut forcément une déclaration sans embâche pour condamner, pour dire. C'est un peu, et puis, d'ailleurs, la proposition, bien avant, la proposition avait été faite par le président Tshisekedi. Bien avant, comment on appelle ce communiqué. Donc, moi, je me dis, c'est de la pure hypocrisie. C'est les moyens, c'est un communiqué limite qui a été acheté par des moyens, pas des richesses minières de la RDC. Alors, tout simplement. Je vais rester justement dans votre logique. Et c'est pour un intérêt que les États-Unis se prononcent clairement sur la situation. C'est ce que vous développez comme argument. Alors, mais je voudrais qu'on s'attaque au fond du sujet. Est-ce que le fond de ce qu'ont dit les États-Unis semble vrai selon vous? Est-ce qu'il y a des raisons palpables de dire que le Rwanda soutient le M23 toujours, puisque le Rwanda s'était accordé avec la RDC à Doha pour la mise en œuvre d'un cessez-le-feu? Est-ce que malgré ça, vous trouvez que le Rwanda continue de soutenir le M23 ou les États-Unis le disent juste pour des intérêts économiques? Parce que les deux postes sont possibles. Il se peut que ce soit réellement le cas, mais les États-Unis avaient refusé de se prononcer jusqu'à ce qu'on leur propose des mines, et donc ils disent la vérité, ou soit carrément ce n'est plus le cas, mais puisqu'ils ont des mines, ils montent, bon, d'une certaine manière. Selon vous, laquelle est plus plausible? Non, moi, vous savez, ma ligne sur cette question ne va pas changer. En réalité, c'est-à-dire, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle que le M23 est soutenu par le Rwanda, qui lui-même a ses raisons légales, qui sont ces raisons plutôt légitimes, qui justifient ce soutien-là. Et donc c'est la vérité, sauf qu'il y a des raisons pour le faire. Voilà, c'est la vérité, sauf que quand on le dit si haut et fort, c'est parce que il y a un deal qui est proposé, il y a un marché d'armement américain qui va être compris entre comment on appelle la RDC et les États-Unis. Ils vont fournir de la logistique à l'armée congolaise. Donc il y a à gagner. C'est un deal gagnant pour les États-Unis, forcément. Et c'est pourquoi on ose affirmer cela. Mais sur le fond de la question, le Rwanda, je pense, a des raisons légitimes de soutenir le M23, même s'ils ne le reconnaissent pas publiquement. Merci beaucoup à vous, Sana Veguel. Alors, Adam Adjono, le Rwanda, selon Sana, continue de soutenir le M23 avec des raisons qui seraient propres au Rwanda. Mais le Rwanda, avec son président Paul Kagame, s'était accordé à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu à Doha, au moment où l'Angola était toujours le pays qui s'occupait de la médiation. Doha avait pu réunir Kagame et Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont entre autres convenu de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Pourquoi avoir convenu de cette action et derrière continuer toujours par soutenir ceux qui ne veulent pas mettre en œuvre ce cessez-le-feu qu'on avait pris officiellement l'engagement de mettre en œuvre? Donc vous savez, le problème, je pense que la question primordiale, ce sont des questions d'intérêt. Parce que depuis lors, vous savez, lorsque vous prenez tous les pays, notamment, vous l'avez dit en parlant donc de l'Angola, qui était donc à l'avant-garde de cette négociation, mais cela n'a pas permis d'arriver donc à des solutions tangibles. Mais nous savons quand même la volonté exprimée par le président Lourenço pour arriver à la résolution de cette crise-là. Pourquoi Doha? Il faut putain quand même nous posons des questions. Nous savons que les deux pays, comme d'ailleurs même la plupart des pays africains, ont des intérêts, en tout cas insoupçonnés en ce qui concerne donc Doha. Donc c'est l'un des éléments majeurs qui a permis en réalité que Doha puisse réunir ces deux chefs d'État, mais à la grande discrétion, personne, ça n'a jamais été fité. Mais s'il est arrivé, c'est une question également d'intérêt. Donc ce que dit Sana, de mon point de vue, n'est pas faux, mais nous savons également, si nous remontons un peu l'histoire, nous savons que cet accord entre la RDC et Washington, ce sont les mêmes accords également. Il y avait aussi les accords en ce qui concerne les minerais, puisque ça a été aussi signé avec Kigali. Sauf que en comparant en tout cas les intérêts, je pense que les États-Unis peuvent plutôt se pencher du côté de la RDC, parce que les minerais pour attirer au niveau de la RDC sont loin, très loin
derrière ce qui a lieu de tirer au niveau de Kigali. Mais ce qui est important de toute évidence, nous savons que la diplomatie, que ce soit des questions d'intérêt qui sont exprimées, nous savons aujourd'hui que la diplomatie a commencé par changer de regard au regard des faits constatés sur le terrain, puisque les États-Unis ne peuvent pas, en tout cas, quel que soit ce que vous leur proposez, mettre en tout cas en rude sa grandeur liée au fait qu'il faudrait tout simplement venir parce que vous avez pris des accords, donc dire quelque chose où vous n'avez pas des éléments d'appréciation. Alors, ce que je veux comprendre, à Doha, le Rwanda avait dit qu'il allait en tout cas s'engager à ce qu'on mette en œuvre ce cessez-le-feu. Comment s'engager à mettre en œuvre un cessez-le-feu quand on continue par armer ceux qui tirent sur le terrain? Non, armer, je pense que nous le voyons ainsi parce que chaque fois qu'il y a eu... En tout cas, c'est ce que disent les États-Unis. Oui, non, mais les États-Unis, de toute évidence, je l'ai dit, ils ont des éléments d'appréciation. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous faisons toutes les analyses qui sont mises en place, aujourd'hui, nous savons que, de toute évidence, même si le M23 a toujours ce poids, en tout cas en matière de force, c'est lié quand même au Rwanda. Mais nous ne savons pas tous les éléments, en tout cas de munitions qui sont encore intervenus ces derniers temps. Je pense que les États-Unis apprécient par rapport au passé. Pas le passé. Donc ce n'est pas forcément sur des éléments récents après les négociations de Doha. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.